Dans cette vidéo, on va parler du syndrome des ovaires polykystiques, le fameux SOPK, mais sous un angle complètement différent. Et si on arrêtait de le voir comme une simple panne, un dysfonctionnement, si on le considérait plutôt comme une série de réponses hyper logiques, une véritable stratégie d'adaptation que le corps met en place. C'est ce qu'on va explorer ensemble, décrypter la logique qui se cache derrière ce syndrome. Le SOPK, ça recouvre des réalités tellement différentes d'une personne à l'autre. Chaque expérience est unique. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des grandes lignes, des mécanismes qu'on retrouve souvent. Mais attention, leur intensité, la façon dont ils se manifestent, ça peut changer du tout au tout. L'idée, c'est vraiment de donner des clés pour mieux comprendre tout en gardant en tête que chaque parcours est absolument personnel. Alors, voilà comment on va avancer. D'abord, on va voir pourquoi on peut parler d'un corps qui s'adapte. Ensuite, on plongera au point de départ, l'aspect hormonal. Puis on verra la logique de l'énergie qui en découle, l'impact sur la digestion et les signes du corps. Et enfin, le plus important, comment travailler avec son corps et non contre lui. Allez, c'est parti pour la première section. L'idée maîtresse, c'est celle-ci. Le SOPK, c'est avant tout l'histoire d'un corps qui s'adapte. On va voir que ce n'est pas tant un défaut, mais plutôt le résultat d'un corps qui essaye de fonctionner au mieux dans un contexte de décalage énergétique constant. Donc quand on parle du SOPK, on ne va pas se contenter d'une liste de symptômes. Non, on va le voir comme une dynamique, une désorganisation, oui, mais une désorganisation progressive de la régulation des hormones et de l'énergie. En gros, c'est le corps qui répond de façon très logique à un contexte interne qui lui est propre, un contexte où les hormones sont différentes et où l'énergie est gérée différemment. Et ça, c'est vraiment le message clé. Il faut bien l'intégrer. On parle d'un corps qui fonctionne différemment, pas d'un corps qui est cassé ou qui est défaillant. Ça change absolument tout. On sort du jugement, on sort de la moralisation et on entre dans la compréhension. C'est une adaptation, ce n'est pas une panne. Maintenant qu'on a posé cette base, allons voir l'un des points d'entrée majeurs, l'aspect hormonal, car c'est là que tout commence. Avec un changement qui va, vous allez le voir, complètement rabattre les cartes pour l'organisme. Alors, comment cette cascade se met-elle en place? C'est une réaction en chaîne en fait. Premièrement, il y a souvent une augmentation des hormones androgènes. Ces hormones, elles vont un peu brouiller les pistes. Dans ce contexte hormonal, les tissus deviennent souvent moins sensibles à l'insuline. On dit qu'ils sont résistants à l'insuline. Imaginez que l'insuline a la clé pour faire entrer le sucre, l'énergie dans les cellules. Mais que la serrure est devenue difficile. Résultat, pour compenser, le pancréas va produire de plus en plus de clés. Donc plus d'insuline. Et tout ce surplus d'insuline dans le sang, ça envoie un message très très clair et très puissant à tout le corps. Alerte, mets l'énergie de côté, stock. Et ceci évidemment, ce n'est pas rien. Ça change complètement la donne. C'est comme si le manuel d'instruction du métabolisme était réécrit en direct. La priorité numéro un absolue, ce n'est plus d'utiliser l'énergie pour les activités du quotidien, non. La priorité, c'est de la sécuriser, de la mettre à l'abri coûte que coûte. D'accord. Donc le corps privilégie de plus en plus la mise en réserve. Voyons maintenant ce que ça implique concrètement. C'est toute la logique de l'énergie qui est repensée. Comment est-ce que le corps s'organise face à cet ordre permanent de mise en réserve? Et là, c'est très visuel. On voit bien le changement de paradigme. D'un côté, un métabolisme qu'on pourrait qualifier de typique, où l'énergie est vue comme une ressource à dépenser, un flux qui circule. Et de l'autre, le métabolisme dans un contexte de SOPK. Là, l'énergie devient une ressource précieuse, un trésor à sécuriser. On passe littéralement d'une économie de la dépense à une économie de la conservation. Pour devenir ce super économe de l'énergie, le corps a toute une panoplie de stratégies. Par exemple, il peut réduire certaines dépenses énergétiques de fond, c'est-à-dire brûler moins de calories juste pour fonctionner. Il va aussi rendre le stockage des graisses beaucoup plus facile et leur libération beaucoup plus difficile. C'est logique. Et puis il va couper dans les dépenses qu'il juge non essentielles. Il devient une machine incroyablement efficace pour ne rien, mais alors rien gaspiller. Et c'est là qu'on comprend l'une des choses les plus frustrantes et déroutantes. Le poids qui augmente ou qui stagne. Même quand on fait attention à ce qu'on mange. On se dit, mais ce n'est pas possible. Eh bien si, c'est possible, parce que le corps ne joue tout simplement plus avec les mêmes règles du jeu. Son logiciel interne a changé. Il est dans une logique de survie, de protection. Et ça va bien au-delà de la simple équation des calories. Mais attention, cette logique de conservation, elle ne touche pas que le métabolisme et le poids. Pas du tout. Elle va avoir des répercussions sur plein d'autres systèmes. On va s'intéresser maintenant à la digestion et à tous les signaux que le corps envoie. On entend souvent parler de ça, cette digestion qui semble ralentie. C'est ballonnement, cet inconfort quasi systématique après avoir mangé. Pourquoi? Quelle est la logique derrière tout ça? Là encore, la réponse est super intéressante. Ce n'est pas que le système digestif en lui-même est défaillant, c'est plus une question de coordination. Imaginez un orchestre.
le système digestif, les hormones, le système nerveux. Si le chef d'orchestre, c'est-à-dire les signaux hormonaux, donne des instructions un peu confuses, les musiciens sont désynchronisés, le rythme n'est plus bon. C'est exactement ce qui se passe. La communication est moins fluide et donc la coordination digestive devient moins fluide, parfois plus lente. Autre grand mystère, les signaux de faim et de satiété. C'est le yo-yo permanent, non? On n'a pas faim pendant des heures et puis d'un coup c'est une faim de loup, là, tout de suite. Ou alors, on mange 3 bouchées, on est rassasié, et une heure après on a de nouveau faim. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces signaux? Eh bien, ces signaux qui semblent complètement contradictoires sont en fait le reflet parfait du problème de fond. Même si on vient de manger et que l'estomac est plein, les cellules, elles ont du mal à capter l'énergie, le sucre. Du coup, elles envoient un message de détresse au cerveau qui dit on a faim. C'est une faim cellulaire. Le corps dispose d'énergie, mais son utilisation cellulaire est moins efficace, d'où ce décalage et ces sensations si intenses et imprévisibles. Et puis il y a la fatigue. Cette fatigue persistante et surtout ce fameux coup de barre après les repas. C'est un grand classique. Mais d'où est-ce que ça vient exactement? C'est encore et toujours cette gestion de l'énergie qui est pour cause. D'une part, il y a les variations de sucre dans le sang, la glycémie, qui fait des montagnes russes. Un gros pic suivi d'une grosse chute, et bim, coup de fatigue. D'autre part, il y a le foie. Le foie, c'est un peu notre réserve d'énergie rapide. Mais comme le corps est en mode conservation, le foie devient lui plus prudent dans la libération de l'énergie. Tout ça contribue à cette sensation de fatigue et à ces fluctuations d'énergie. Bon, on a pas mal décortiqué la logique interne de tout ça. C'est bien de le comprendre. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors on passe à la dernière partie la plus constructive. Comment travailler avec son corps? Et c'est là que le changement de mentalité est crucial. Le but n'est plus du tout de se battre contre son corps, de le forcer avec la restriction. Parce que plus les signaux sont instables, plus les mécanismes de protection s'intensifient. Non? L'objectif, c'est de les rassurer, de lui envoyer des signaux stables et clairs pour lui dire hé, tout va bien, tu peux te détendre, l'énergie est là. Il faut restaurer la communication. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire envoyer des signaux de sécurité? Ça passe par une stratégie de soutien. Par exemple, s'assurer d'avoir assez de protéines pour protéger la masse musculaire. Gérer l'apport en glucides pour lisser les pics de glycémie et calmer le jeu. Ne pas oublier les bonnes graisses et les fibres qui aident énormément pour la satiété. Et le point, peut-être le plus important, la régularité, la constance, bien plus que la restriction. La constance, elle envoie le signal que l'abondance est là et que le corps n'a pas besoin de paniquer. Et forcément, avec cette approche, le poids devient un indicateur, disons, imparfait. Vraiment, le chiffre sur la balance ne dit pas tout. Loin de là. Il ne fait pas la différence entre l'eau, le muscle et le gras. Les vrais indicateurs de progrès, on va les trouver ailleurs. Dans le niveau d'énergie au quotidien, dans une meilleure digestion, dans des signaux de faim et de satiété qui redeviennent plus clairs. Et on termine sur cette pensée qui résume tout. Comprendre ces mécanismes, ça permet de sortir de la moralisation et de la culpabilité. On entre dans le respect de la logique interne du corps. Le SOPK raconte l'histoire d'un corps qui fait au mieux avec les cartes qu'il a. Et la clé, ce n'est pas de lui déclarer la guerre, mais bien d'apprendre à collaborer avec lui.